Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu technique qui va vous expliquer comment réussir à acheter une Submariner d'occasion. On va aujourd'hui s'intéresser à deux références qui ne sont plus en production actuellement. Donc, c'était les modèles qui précédaient les modèles actuels en céramique, donc les modèles avec insert en aluminium. Donc, c'était la 14060M sans la date ou la référence 16610 avec la date. Et on ne le dira jamais assez, le plus important quand on achète une Rolex d'occasion, c'est la cohérence des pièces qui la composent et l'état global de conservation de la montre. Donc on va commencer par parler de la cohérence des pièces qui composent une Rolex Submariner. Donc il faut savoir que les choses les plus importantes à regarder, ça va être la cohérence entre la carrure, le boîtier de la montre, son cadran, ses aiguilles, son insert de lunettes et son bracelet. Donc dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur toutes les variantes de cadran ou d'insert de lunettes appelées MK par les collectionneurs, mais on va se concentrer déjà pour essayer d'éviter les pièges principaux dans lesquels les débutants peuvent tomber. Et il y a un paquet d'annonces sur internet qui annoncent des pièces d'origine sur une montre, alors qu'en réalité, la plupart ont été modifiées. Donc on commence tout d'abord avec la carrure de la montre. Il faut savoir que le numéro de série d'une Rolex, ça va permettre de déterminer son année de production. Donc c'est la première lettre qui figure sur le numéro de série qui va permettre de savoir quand a été produite la montre. Attention, c'est une date de production, ce n'est pas forcément une date de vente. Donc vous pouvez très bien avoir une montre qui a été produite, je ne sais pas, dans les années 90 et qui aura été vendue un petit peu plus tardivement, 92 par exemple. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau, par exemple une pièce qui aura été produite en 87-88 aura un numéro de série qui va commencer par un R. Une montre qui aura été produite entre 88 et 89 commencera par un L, etc. Jusqu'à arriver donc en 2010-2011 à la dernière série, la série G, ou alors la série random, c'est-à-dire que les dernières Rolex qui étaient produites avaient un numéro de série aléatoire qui ne permettait plus de dater la montre. Il fallait donc uniquement se fier à la date qui était mentionnée sur le certificat de garantie d'origine. On va retrouver deux types de carrures pour la référence 16610, donc Rolex Submariner date. La première, c'est une carrure donc avec les cornes qui sont percées. Ça sera jusqu'à la série Y. Puis, courant de série Y, va apparaître la série donc avec la carrure à cornes pleines. Et du coup, la gravure de la référence de la montre deviendra 16610T. Pour la 14060, c'est plus facile. Il y a une seule carrure en fait du début jusqu'à la fin de la production. En revanche, il va y avoir une modification courant de série K du calibre de la 14060. Donc il va passer du 3000 au 3130 et la référence deviendra 14060M pour version modifiée. On va ensuite passer au cadran et aux aiguilles. Donc il faut savoir que du début de la production de ces deux références jusqu'à la série U, les cadrans étaient au tritium. Le tritium, c'est une matière qui est légèrement radioactive et qui va avoir tendance à se patiner dans le temps. Et donc les plus belles pièces sont très recherchées par les collectionneurs parce que vous avez des patines qui peuvent virer donc du coquille d'œuf à une patine vraiment orangée et il y en a pour tous les goûts. Donc ces cadrans sont siglés Swiss T inférieur à 25 à 6 heures. Ensuite, courant de série U, on va voir apparaître les cadrans dits Swiss Only dont la matière est le Luminova. Puis avec la série A, on va voir apparaître les cadrans Swiss Made, toujours avec l'inscription à 6 heures, au Super Luminova. A priori, ce sont des matières qui, elles, ne devraient pas patiner dans le temps, mais en contrepartie, elles brillent la nuit alors que le tritium aura perdu normalement sa radioactivité et sa luminosité. On peut noter une différence notable sur la Rolex Submariner référence 14060M, donc Submariner sans la date. Durant la série M, le cadran donc avec 2 lignes de littérature passe à un cadran avec 4 lignes de littérature qui mentionne donc la certification chronomètre de la montre. Donc pour connaître la matière des aiguilles, déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder la teinte qu'elles ont. Si elles sont vraiment bien blanches, il y a de fortes chances qu'elles soient au Luminova ou au Super Luminova. Si vous voyez qu'elles ont patiné, qu'elles ont commencé à prendre une petite teinte, normalement, ça sera du tritium. Un bon moyen de vous en assurer, c'est par exemple de prendre tout bêtement le flash de votre téléphone portable, de le mettre sur les aiguilles pendant quelques secondes, vous l'enlevez, vous masquez avec la main, vous regardez dans le noir. Si ça brille, a priori, c'est du Luminova ou Super Luminova. Et si ça ne brille pas du tout ou alors vraiment très peu, ça sera du tritium. Et vous pouvez même répéter cette opération avec le cadran de la montre pour vérifier que les index n'ont pas été repeints. On passe ensuite à l'insert de lunettes. Donc là, on va se concentrer sur la bille qui est à midi sur l'insert de lunettes.
Donc c'est pareil que pour les aiguilles ou le cadran, si elle est au tritium, normalement la bille elle a tendance à patiner. Donc elle aura une teinte plutôt ambrée, jaune, mais pas blanche comme un insert d'origine. Même technique, vous pouvez utiliser le flash de votre téléphone pour le mettre sur la perle et voir si elle brille ou pas dans la nuit. Donc concernant le bracelet des montres, la 16610, elle a un bracelet référence 93-150 qui est en Oyster avec des pièces de bout 501B et ce jusqu'à la série A. Sur la série qui suit la série A, la série P, on voit apparaître le bracelet Oyster référence 93-250 avec pour principale différence la pièce de bout dite Cell qui est solide. Donc en fait c'est le petit maillon qui vient faire la jonction entre le bracelet et le boîtier qui sera plein et non pas creux comme avant. Concernant la référence 14060, le bracelet tout au long de la période de production c'est le même, c'est un 93-150 avec des pièces de bout 501B. Et sur le même principe que les carrures de montre, on va essayer de dater le bracelet en fonction de son numéro de série pour voir si ça coïncide avec la période de production de la carrure. Donc on va regarder les lames du fermoir du bracelet et sur ces lames il y a un numéro de série avec une ou deux lettres et un chiffre qui le suit. Donc ces lettres, même principe que pour la carrure, elles servent à déterminer la date de production du bracelet. Donc sur le tableau que je vous mets, vous allez voir, par exemple en 88, on devrait avoir un code sur la boucle M avec un chiffre après. Le chiffre, en fait, ça détermine juste le mois de production. Donc si on voit un code boucle, par exemple, mentionné M5, ça veut dire qu'il aura été produit en mai 88. Si on voit un code boucle AB1, par exemple, ça veut dire qu'il aura été fabriqué en janvier de l'année 2000. Donc je vous ai fait une petite frise chronologique récapitulative des différentes évolutions qu'on a pu voir sur les références 16610 et 14060. Donc en 88, courant de série L, apparaît la 16610. Puis en série E apparaît la 14060, donc en 1990. Comme je vous l'ai dit précédemment, série U, année de transition, donc on voit apparaître les cadrans Swiss Only pour la 16610 et la 14060. Ensuite, courant de série A, donc année 99, vont apparaître les cadrans Swiss Made, que ce soit pour la 16610 ou pour la 14060. Courant de série P, donc année 2000, apparaît le changement du bracelet pour la référence 16610 uniquement, puisque la 14060, on a dit qu'elle gardait le même bracelet sur toute sa période de production, qui est le 93-150. Ensuite, courant de série K, changement du calibre pour la 14060, qui devient donc la 14060 M pour modifier. Courant de série Y en 2003, passage à la carrure corne pleine pour la référence 16610, pas pour la 14060, vous vous souvenez, les cornes restent percées sur toute la période de production. Ensuite en série M, on va voir apparaître donc sur la référence 16610 un réo gravé. Donc le réo c'est la partie entre le verre et le cadran, donc qui sera marqué Rolex, Rolex, Rolex sur tout son contour. Et pour la 14060M, on va voir apparaître donc non seulement ce même réo gravé, mais en plus de ça le cadran 4 lignes que je vous montrais précédemment. Pour finir, la 16610 donc clôturera sa carrière avec la série V en 2009 et la 14060M terminera elle en 2011 avec ou une série G ou quelques rares exemplaires avec numéro de série aléatoire ou random. Donc maintenant vous êtes censé connaître les principales évolutions de ce modèle et être capable de reconnaître si les pièces sont d'origine ou pas. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie qui est une partie extrêmement importante qui est celle de l'état de conservation d'une montre d'occasion. Donc ces deux références vont avoir entre 10, 20 ou 30 ans d'ancienneté et c'est assez compliqué de réussir à trouver un exemplaire en état parfait. Donc le truc le plus important qu'on va chercher déjà, ça va être une montre qui aura été pas ou très peu polie pour conserver donc ce brochet si caractéristique de ces montres avec ce chanfrein. Il ne faut pas que ce chanfrein soit exagérément gros non plus. Je sais qu'au début c'est pas facile si vous n'avez pas vu passer beaucoup de montres, mais affûtez-vous les yeux en regardant différentes photos et au bout d'un moment vous allez vite voir ce que c'est une corne qui n'est pas polie avec un super brochet d'une corne qui a été complètement polie et qui est rincée. Donc il faut faire également attention à ce que ces cornes elles soient d'égale épaisseur et qu'il n'y en ait pas une qui aurait pris un coup par exemple et qui aurait été limée et vous vous retrouvez avec une corne qui est famélique et les trois autres qui sont en bon état. Ça c'est éliminatoire. Vous pouvez vérifier également la même chose sur les protège-couronnes. Quand on les regarde de profil, les deux protège-couronnes doivent avoir la même épaisseur et il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui ait été exagérément poli. Vous allez aussi vérifier donc les gravures de la montre. Donc en enlevant le bracelet, vous allez vérifier non seulement
le numéro de série de la montre et sa référence. Ça doit être parfaitement lisible, il ne doit pas y avoir un chiffre effacé ou quoi que ce soit. Et pour les montres qui ont le réo gravé, donc le numéro de série en revanche, il est gravé à 6 heures sur le réo directement. Le cadran et les aiguilles doivent être intacts, sans défaut, il ne doit pas y avoir de perte de matière, ils ne doivent pas être tachés ou quoi que ce soit. Il faut savoir que les aiguilles sur ces deux modèles, elles sont en or blanc, donc du coup, vous ne devriez pas avoir d'oxydation dessus. Dernière chose à vérifier, c'est la détente du bracelet. Il ne faut pas qu'il ait un jeu exagéré. Donc pour vérifier ce jeu, vous pouvez prendre la montre par le boîtier et laisser le bracelet à l'horizontale et voir s'il se courbe ou si au contraire il reste bien droit, c'est qu'il aura été peu usé. Donc on va finir par parler des prix du marché. Donc les prix du marché, comme d'habitude, c'est valable au moment où je vais tourner cette vidéo. Ce n'est pas fixé dans le temps, ça fluctue. En général, malheureusement, ça fluctue plutôt à la hausse qu'à la baisse depuis des années. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre déjà sur les sites de vente en ligne que vous connaissez tous pour vous donner une petite idée de la cote et du marché. Globalement, ça va osciller, on va dire, pour un beau modèle en bel état de conservation, pas exagérément poli et donc full set avec son papier entre, on va dire, 11 et 14 000 euros. Je pense que c'est un petit peu le cœur de cible du marché. À noter que le plus important quand vous achetez une montre d'occasion, ce qui donne vraiment de la valeur au set qui la compose, c'est le papier d'origine. Tout le reste, c'est accessoire, que ce soit les livrets, votre Rolex Submariner, que ce soit les petits tags rouges, les tags verts, etc. L'encre, par exemple, c'est une petite plus-value, mais ça ne remplace en aucun cas le papier d'origine. C'est ce document-là qui apporte vraiment de la valeur à votre montre. Donc pour conclure, moi je vais vous donner mon avis sur ces deux références et laquelle je choisirais. Personnellement, je partirais plutôt sur une 16610, tout simplement parce que je trouve ça utile comme complication d'avoir la date. Et en plus de ça, je trouve que le cyclope sur le verre, c'est quand même caractéristique des Rolex et du coup, je préférais choisir cette version. En plus de ça, je la choisirais personnellement donc vintage parce que vous savez que j'aime les montres anciennes. Donc un modèle avec une patine la plus exceptionnelle possible et cohérente donc entre les aiguilles, le cadran et la perle de la lunette. Peut-être que j'aurai la chance de vous présenter donc un pareil exemplaire dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce guide vous aura été utile et qu'il va vous aider si vous n'avez pas encore eu la chance d'acheter votre première Rolex Submariner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce bleu, éventuellement à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.